Donc, je veux dire que l'offre politique en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi alléchante. Oui. Et donc, les Ivoiriens... Alléchant. Oui, parce qu'on a toutes les tendances politiques qui sont présentes. Et nous... mais ces quatre candidats qui vont oui. compétir oui. face à Alassane Ouattara, oui. Comment les qualifiez-vous? C'est des candidats de poids, d'envergure? Mais ou ce sont juste des candidats d'accompagnement? Le crime sera presque parfait. Parce que... Carrément, oui. Quel crime? Parce que là, c'est une formule un peu introductive aux propos que je vais suivre. Mais c'est une mauvaise introduction. Non, c'est une mauvaise parce que le mot assez fort quand même, crime. Écoutez, la Côte d'Ivoire est un beau pays, est un grand pays. Quand même, retirer ce mot, c'est un mot quand même assez fort. C'est une petite provocation gratuite, c'est un mot fort. Elle n'est pas gratuite. Non, mais elle est quand même assez... Je comprends très bien ce que Guy veut dire. Si le professeur comprend ce que je pense que vous aurez pu la reformuler autrement, si vous voulez faire passer en tout cas, l'histoire est belle. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire est belle et franchement, ça donne envie de voter pour Alassane Ouattara. Franchement, je vous ai écouté et je me dis, mais waouh, quel paradis. Oui. Mais soyons un peu sérieux. C'est bien. Oui, non, mais soyons un peu sérieux. C'est bien. La Côte d'Ivoire, Maître Jean-Paul Benoît, vous l'avez rappelé, a un parcours qui a parfois été difficile. Un travail de réconciliation a été fait, que personne ne peut nier. Simplement... Merci. Dans un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se rêver en exemple du continent africain, c'est vrai qu'on aimerait assister à d'autres scènes que de voir de grands hommes d'État, quel que soit leur parcours, exclus pour des motifs parfois, Diane Thiam par exemple. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. En quoi peut-on dire que M. Thiam est un homme d'État, il n'a jamais gouverné? Alors on démarre avec une page spéciale, élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le climat préélectoral vu à travers le regard de notre invité spécial, Tidiane Koné. Tidiane Koné, donc, je rappelle, délégué extérieur pays du RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, RHDP France. Alors, Tidiane Koné, le 4 octobre dernier, le Front commun, c'est-à-dire une coalition des oppositions, devait organiser une manifestation, une marche qui a été donc reportée selon le Front commun. C'était suite donc à l'interdiction par le Conseil national de sécurité de tous les rassemblements et marches sur la voie publique jusqu'à nouvel ordre. Oui. Donc il faut dire que l'opposition a tout de même décidé d'organiser cette marche le 11 octobre prochain. Quelle réflexion vous inspire cette situation? Est-il de bonne politique aujourd'hui d'interdire des marches et manifestations en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut voir dans quel cadre cette marche est demandée, déjà. Et je pense que l'autorité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République ont bien compris que cette marche n'est pas dans un cadre légal et normal, parce qu'on veut s'opposer à une décision du Conseil constitutionnel. Or, c'est une décision qui est inattaquable et c'est une décision pour laquelle on n'a pas de recours. Oui. Et donc, en plus, on est dans un contexte un peu de tension. Donc, je pense que le pouvoir demande de baisser un peu la tension et le pouvoir continue à échanger avec l'opposition. Ils ont eu des dernières rencontres. Il y a une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et ces échanges-là sont de bonne guerre. Cela permettra justement d'accorder les violons et d'essayer de trouver quel est le compromis possible pour que la marche puisse se faire dans de très bonnes conditions. Mais le Conseil national de sécurité n'a pas interdit que cette marche du 4 octobre dernier. Toutes marches et manifestations sont désormais interdites en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Il faut bien préciser. Oui. À l'extérieur. Sur la place publique. Sur la place publique, oui. Voilà, mais ce que je veux dire... Généralement, les marches et manifestations se déroulent sur la place publique. Ils ont le droit de se regrouper. Parce que, justement, on est dans une période assez tendue. Je pense que les autorités, le ministre de l'Intérieur et les autorités de sécurité ont des informations que nous n'avons pas. Et je pense que c'est quand même aussi pour la quiétude des populations et pour éviter des tensions inutiles. Mais je pense que le point le plus important, c'est que l'opposition
est toujours en contact avec le ministre de l'Intérieur et les échanges se poursuivent et ils vont trouver ensemble quel est le meilleur moyen pour que l'opposition s'exprime sans remettre en cause la quiétude de la population ou entraîner des soucis, parce qu'on a eu quand même des tensions à Yopougon où il y a eu quelques casses, il y a eu quelques bus brûlés, il y a quelques... Donc le président et le ministre de l'Intérieur sont quand même garants de la sécurité nationale et ils doivent prévenir aussi tout trouble. Le plus important pour moi, c'est qu'il y ait un échange entre eux, ils continuent à échanger pour trouver la meilleure manière pour que tout le monde puisse s'exprimer. Comme dit la formule consacrée, vous voulez dire que les fils du dialogue ne sont pas rompus entre le pouvoir et l'opposition, c'est ça? Exactement. Alors que craint le pouvoir exactement? Parce que bon, je veux dire que le fait d'interdire des marches de manifestation, c'est une décision qui est très lourde dans un pays. Alassane Ouattara avait promis, fortement promis, des élections apaisées. Oui. Alors pourquoi aujourd'hui on a plutôt le sentiment que voilà, le climat préélectoral est marqué par des tensions, contenues certes, mais des tensions quand même? Oui, il y a des tensions, surtout les tensions par rapport aux candidats qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Bien entendu, on peut comprendre qu'ils ne soient pas contents de ne pas être retenus par le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas le fait de l'État. Ce n'est pas de l'État, c'est une décision de la plus haute instance, d'une des grandes instances du pays. Oui. Donc, elle s'impose à tout le monde. Et voilà, elle s'impose à tout le monde. Cette décision s'impose à tout le monde. Et pourtant, l'opposition continue à accuser le pouvoir d'avoir privatisé les mécanismes institutionnels de l'élection présidentielle. À travers le Conseil constitutionnel, à travers la commission électorale. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire... C'est une accusation qui vous est adressée. Il y a une décision... L'accusation vous est adressée. Il y a une décision de justice qui a été prise. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. La décision, elle est claire. Il y a eu des candidats qui ont été candidatures recalées et certaines candidatures qui ont été retenues. Les candidatures recalées, la grosse majorité savait très bien qu'elles allaient être recalées parce que ce n'était pas, je dirais, pour le président Laurent Gbagbo depuis 2020. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il avait une condamnation qui pendait. Et le président Thiam, il s'est lui-même mis dans cette situation. Et les candidats qui n'ont pas pu réunir leur parrainage, faute d'organisation, etc., ne peuvent pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Donc je dis quelque part, on est dans un pays de droit, on accepte les résultats. Les candidats qui sont présents sont des candidats valables, qui ont une expérience politique, une expérience solide et qui sont dans le paysage politique ivoirien depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et donc, je ne peux pas dire qu'on a fait des choix, il n'y a pas eu de choix. Il y a des critères de choix, comme dans tout pays. Alors, comment expliquer que dans l'esprit de bon nombre d'Ivoiriens, ce contentieux demeure entier aujourd'hui et pèse sur la période électorale? Mais ce contentieux, je veux dire, ce contentieux peut peser dans la tête de certains Ivoiriens. Bien entendu, ils ont des partisans, il y a certains partisans qui sont jusqu'au boutiste. Oui. Dommage pour eux, mais je veux dire, quand on est dans un pays de droit, on accepte le droit, on accepte la loi. Comment faire pour vider ce contentieux? J'insiste beaucoup. On n'a pas entendu le président Alassane Ouattara, par exemple, prononcer un discours pour essayer d'apporter, je dirais, une parole officielle pour apaiser le climat politique et calmer le jeu, si je puis dire. Mais il y a constamment des rencontres. Il y a constamment des rencontres. Les partis de l'opposition ont rencontré le RHDP. Il y a des échanges. Mais on a souvent une frange qui est un peu jusqu'au boutiste, qui veut vaille que vaille aller à l'affrontement. Mais le président est un président ouvert qui a toujours prôné le dialogue, qui a toujours échangé avec ses homologues et les présidents des autres partis. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été un président fermé. Le président toujours ouvert, il a fait multiplier les dialogues. On voit les résultats sur le pays, on voit que tous les... entre guillemets, dits réfugiés politiques sont tous rentrés, ils vaquent à leurs occupations. Sauf Guillaume les Soro. Journalistes. Guillaume Soro, personne n'a interdit à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune interdiction. Enfin, il est quand même sous le coup d'une condamnation. S'il rentre, il assume la justice. Oui. Comme Blé Goudé l'a fait, comme le président Laurent Gbagbo l'a fait. Donc je veux dire que la porte n'est pas fermée, c'est un Ivoirien. Il rentre, il va devant la justice. Si la justice tranche que... les crimes qui sont contre lui
Si la justice tranche que Guillaume Soro a raison, ben, il est acquitté. Et s'il y a des poursuites, il y a des poursuites. Alors revenons tant qu'il affronte pas. Revenons un instant à la candidature de Alassane Ouattara, donc oui. 4e candidature, hein, ne vous en déplaise, parce que c'est la 4e candidature. Non, c'est la 4e candidature, mais là, on est dans le 2e mandat de la 3e République. D'accord, donc qui se représente à nouveau au nom du devoir envers la nation, et aussi du fait des menaces sécuritaires qui pèseraient donc sur la région. Alors, c'était les mêmes arguments au fond il y a 5 ans déjà. Hein. Alors, on se demande finalement, je veux dire, au bout de combien de mandats ces menaces sécuritaires seraient évacuées? Le président Alassane Ouattara se présente parce que ses militants lui ont demandé de se présenter, parce qu'on a eu un grand nombre de pré-congrès dans toute la Côte d'Ivoire, et tous les militants, le président Alassane Ouattara était hésitant. Et dans 5 ans, ils vont lui demander à nouveau. Il a dit qu'il était hésitant. Mais dans 5 ans, ils vont lui demander à nouveau de se présenter. Ce sera son dernier mandat parce que c'est le 2e mandat de la 3e République et il n'y a que 2 mandats. Donc il n'en fera pas, un autre. Donc c'est clair. Pour ça, je veux dire, le président Alassane Ouattara a toujours été un démocrate et il va respecter la Constitution. Ce sont les militants du RHDP qui ont demandé à ce qu'ils se présentent. C'est comme ça, c'est une décision personnelle quand même. Oui, mais justement, ça revient à une décision personnelle. Oui. Mais on a quand même, nous, on a insisté. Et il nous a répondu que oui, il allait faire, je dirais, il allait poser un dernier acte pour nous. Et nous pensions que c'est la personne. Il y a 5 ans, c'était déjà le dernier acte. Hein. Non. Il y a 5 ans, ce n'était pas pareil il y a 5 ans. Je me souviens encore des discours. Ah non, il y a 5 ans, ce n'était pas pareil. Il y a 5 ans, il y a un ultime sursaut au nom du devoir envers la nation. Il y a un monsieur Amadou Gon qui devait prendre la relève. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, il faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Il y a un monsieur Amadou Gon qui devait prendre, le Premier ministre devait prendre la relève et Dieu en a voulu autrement. Il s'en est allé. Est-ce que cela signifie que dans le vivier du RHDP, de votre parti au pouvoir, il n'y a pas d'aspirant à la magistrature suprême, au point que ce soit Alassane Ouattara qui soit toujours, je dirais, à l'avant-garde pour vous représenter devant les électeurs? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on veut obliger un parti politique à choisir tel candidat par rapport à tel. Non, je dis simplement, c'est une question. Donc, ce que je veux dire que c'est une question très précise. Au sein du RHDP. Au sein du RHDP, indépendamment. Est-ce qu'il n'y a pas des profils il a dit lui-même qu'il y a une demi-douzaine à se présenter à l'élection présidentielle? Il y a une demi-douzaine de compétences. Oui, à vous entendre, on a le sentiment que c'est Alassane Ouattara qui est systématiquement aux avant-postes pour finalement sauver la mise du RHDP. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, quelques profils qui émergent pour que, dans 5 ans, les RHDP puissent avoir, pour que l'alternance, au moins, au niveau des candidatures, puisse s'opérer au sein du RHDP? Nous, on est focus, je vais vous dire. Notre candidat, on a voulu que ce soit le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est candidat. Retenu par le Conseil constitutionnel, nous sommes focus sur les élections parce que nous voulons gagner cette élection. Voilà notre priorité. Donc c'est vous qui faites une fixation sur Alassane Ouattara. En ce qui concerne... ce sont nous les militants, on accepte... Vous faites une fixation donc Nous les militants, on accepte de faire une fixation sur Alassane Ouattara. Ça, avec plaisir, on l'accepte. Voilà, parce que c'est nous qui demandons à sa présence et c'est nous qui savons ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Avant de faire un tour de table, j'allais vous lire un extrait d'une interview qui va vous intéresser. Interview de Noël Akossi Benjo, qui est vice-président et coordonnateur général du PDCI, qui a déclaré récemment au site Monde Afrique, l'extrait est un peu long, mais enfin, je vais essayer d'aller vite, il dit ceci: les actes de dictature et d'autocratie se multiplient en Côte d'Ivoire. Plusieurs de nos militants sont actuellement détenus pour des motifs qui relèvent davantage de la répression politique que du droit. Les jeunes du PDCI RDA, des branches rurales et universitaires, sont détenus depuis plusieurs mois en prison. Nous notons également de nombreuses arrestations survenues il y a quelques jours des délégués, des secrétaires de section, des présidents de comité, ainsi que le règne de personnes cagoulées qui sévissent dans les domiciles des membres de l'opposition. Fin de citation. Est-ce là l'ambiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non. Je pense que la plupart des Ivoiriens vaquent à leurs occupations. On est dans une... C'est parce que... C'est une personnalité quand même... Oui, c'est une personnalité de l'opposition qui va bien entendu grossir les traits, tout exagéré, pour dire que en Côte d'Ivoire, c'est la dictature. Il invente un monde qui n'existe pas. Lisez un peu le titre des journaux en Côte d'Ivoire. Vous lisez le titre des journaux en Côte d'Ivoire, vous verrez que toutes les opinions s'expriment. Toutes les opinions s'expriment. Et j'irai même plus loin, les candidats retenus
les candidats retenus par le Conseil constitutionnel représentent le panel des opinions et des idéologies qu'on a. On a Awa Ndombelo, qui est de l'extrême, je dirais, l'extrême gauche souverainiste. On a Madame qui a été Simone, exclu du PPACI. qui a été exclu du PPACI, mais qui est quand même un des piliers, un des fondateurs, et quelqu'un ancien ministre de Laurent Gbagbo. Ancien ministre, voilà, quelqu'un qui connaît très bien la politique ivoirienne, qu'on ne doit pas négliger. On a Madame Simone Yves Gbagbo, qui est de la gauche, qui connaît très bien aussi l'appareil politique et qui est l'une des fondatrices du FPI. Et on a Madame Henriette Lagou, qui s'est présentée déjà à des élections présidentielles, qui connaît aussi la vie politique en Côte d'Ivoire, qui est là depuis 20-30 ans. Et on a Alassane Ouattara, qui est lui de la droite humaniste et sociale. Et on a Jean-Louis Billon, qui est de la droite. Donc je veux dire que l'offre politique en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi alléchante. Oui. Et donc les Ivoiriens... Alléchant. Oui, parce qu'on a toutes les tendances politiques qui sont présentes. Et nous... mais ces quatre candidats qui vont compétir face à Alassane Ouattara, comment les qualifiez-vous? C'est des candidats de poids, d'envergure? Ce sont juste des candidats d'accompagnement? Pour vous dire que... je vous pose la question. Nous, c'est pour ça que nous, au RHDP, vous voyez bien, on a structuré notre équipe de campagne. Le président allait visiter l'équipe de campagne pour dire qu'on ne prend aucun candidat, on ne minimise aucun candidat. Donc vous redoutez donc une éventuelle défaite Ce sont des candidats. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et donc nous mettons en ordre de bataille pour pouvoir gagner ces élections-là. Et vous voyez, on a au moins 1300 personnes qui sont l'équipe de campagne. Si on minimisait nos adversaires, on n'allait pas mettre en place une telle structure. Et même en France, on va redéployer aussi cette structuration pour la campagne. Pour vous dire que cette élection-là, nous ne la prenons pas à la légère. On a en face des gens qui ont l'habitude de l'État, qui ont travaillé dans l'État, qui ont travaillé dans des grands partis, qui ont structuré des grands partis, et déjà, n'oublions pas, qui sont arrivés à avoir le parrainage. Ce qui n'était pas aisé. Certains partis dits structurés ne sont pas arrivés à le faire. Donc ce ne sont pas des candidats à prendre à la légère. Et nous en sommes conscients. Très bien. C'est pour ça que nous nous mettons au travail. La question se posait en tout cas. On va faire un tour de table. Ah oui, non, mais... Fred j'entends très bien ce que Tidiane Koné vient de dire par rapport au RHDP. Ce sont les paroles d'un militant qui défend sa boutique, ce qui est tout à fait audible. Mais il y a un certain nombre... Sa boutique, n'est-ce pas? Comme vous y allez. Ils sont partis à tout le moins. C'est mieux. N'est-ce pas? Mais il y a un certain nombre quand même d'observations qu'on pourrait faire. La première, c'est qu'effectivement, les 5 candidats qui ont été retenus, dont Alassane Dramane Ouattara, ne pèsent pas le même poids dans l'opinion ivoirienne. On est tout à fait d'accord. Je dirais, qu'en savez-vous mais puisqu'on le voit très bien, que ceux qui étaient vraiment les poids lourds qui pouvaient faire face à Alassane Dramane Ouattara, tu l'as rappelé ici, les voix du PPACI autour d'eux. Le Conseil constitutionnel a décidé que il ne répondait pas aux critères d'être retenu. OK, on ne revient pas là-dessus. Pour des motifs spécifiques. Bien sûr, mais qui le savait dès le départ aussi, puisque la commission électorale indépendante déjà les avait écartés. Donc il y a déjà une inégalité. L'autre inégalité, c'est dans la campagne qui est en train de se mener sur le terrain. Les uns et les autres ne pèsent pas pareil, n'ont pas les mêmes moyens. Les moyens de campagne de faire campagne, exactement. Alors que le RHDP a mobilisé des millions, des milliards pour la campagne. Mais est-ce que d'une manière générale, quel que soit le pays, une élection ne profite pas d'emblée, dans un premier temps, en termes de moyens non, mais je ne conteste pas le fait. Je dis simplement... Je peux vous donner votre exemple du Sénégal, avec le PASTEF. Donc, il y a des contre-exemples. Comparaison n'est pas raison, donc il y a des contre-exemples. Non, mais moi je prends... Là, on reste sur la Côte d'Ivoire. Non, je dis simplement ceci, que ceux qui sont au pouvoir profitent aussi, en une certaine manière, de moyens de l'État.
de l'État. Bien sûr, mobilise on le voit aussi en France, au nombre de circonscriptions tenues, etc. Okay, donc, normalement, dans la Constitution, il est prévu le financement de la campagne de tous les candidats à hauteur de 100 millions de francs CFA. Bien. En réalité, ça ne se fait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ça ne se fait pas? Mais parce que ça n'a jamais été décaissé. Hein. Ah, si. Depuis 200004. Ah, si. Depuis 2004, je sais pas. Si. À l'époque, il y a eu avec Mamadou Koulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale, où il y a eu cette discussion avec les 100 millions, où qu'il a pris et qui ne s'est pas... Non. Il ne s'est pas présenté, oui. Il faut conclure. Ça a été fait. Bref, je voudrais dire ceci que... la campagne est presque pliée, au fond. Les autres accompagnent Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est bien effectivement qu'il y ait cette offre qui soit là. Tidiane Koné vous a dit qu'il ne sous-estime pas les adversaires. Naturellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même aura, les moyens. Ah oui, non, mais ce sont des propos... Bah oui, mais ce sont des propos de militants. C'est la modestie du vainqueur. N'est-ce pas? Ben, vas-y. Oui. Merci. Mais Jean-Paul Benoît, ensuite on écoute Guy Debal. Non, je veux faire deux ou trois remarques. Effectivement, il y a eu une demande unanime, quasiment des militants du RHDP, pour demander à Ouattara de se représenter. Il présente un bilan. C'est un homme d'État, même l'opposition ne conteste pas cette qualité de Ouattara. C'est un homme d'État qui a réconcilié la Côte d'Ivoire avec elle-même, et c'était pas si simple. Et il y a un bilan positif en matière d'investissement, en matière sociale. La conciliation du plomb dans l'aile avec ce contentieux préélectoral. Et je vais y venir. Et il a une image internationale reconnue. Chaque fois qu'un parti politique ou un homme politique fait l'objet d'une décision judiciaire qui ne lui convient pas, il dit c'est une décision politique. On connaît ça en France aussi. On a eu le refrain récemment. Ce que je peux dire comme... Vous pensez à Nicolas Sarkozy, peut-être? Ah, vous voyez clair dans mes pensées. Ce que je peux dire en tant qu'avocat, c'est que la justice ivoirienne fonctionne bien. Je l'ai vu fonctionner. Il y a des tribunaux qui rendent la justice, il y a des procédures d'appel, et il y a un conseil constitutionnel qui se prononce et qui s'est prononcé. Donc, il y a une panoplie de candidats, et ce ne sont pas des candidats négligeables. Notre ami a eu raison de le rappeler. Et j'ajoute que la presse est libre en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment une presse qui joue son rôle dans la campagne électorale, et chaque candidat aura le même accès à la télévision pour exposer son programme très longuement. Et pour l'instant, et je pense que ça durera, la campagne se passe calmement, et les Ivoiriens ont envie que cette campagne se termine dans la sérénité. Et après, il y aura une campagne législative, et les partis politiques pourront s'exprimer à l'occasion des législatives, et il y aura une assemblée pluripartite comme celle qui fonctionne aujourd'hui. Tidiane Koné a du renfort, là, j'ai l'impression. Oui, non, mais quand j'écoute nos amis Tidiane Koné et nos amis Tidiane Koné et Maître Jean-Paul Lemoy, une phrase qui me vient un peu à l'esprit, c'est « le crime sera presque parfait ». Parce que... Carrément, oui. Quel crime? Parce que là, c'est une formule un peu introductive aux propos que je vais suivre. Mais c'est une mauvaise introduction. Non, c'est une mauvaise, parce que le mot assez fort quand même, crime. Écoutez, la Côte d'Ivoire est un beau pays, est un grand pays. Quand même, retirer ce mot, c'est un mot quand même assez fort. C'est une petite provocation gratuite, c'est un mot fort. Voilà, vous dites c'est pas gratuit. Non, mais elle est quand même assez... Je comprends très bien ce que Guy veut dire. Si le professeur comprend ce... Non, je pense que vous aurez pu la reformuler autrement, si vous voulez faire penser... En tout cas, l'histoire est belle. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire est belle, et franchement, ça donne envie de voter pour Alassane Ouattara. Franchement, je vous ai écouté, je me dis, mais waouh, quel paradis. Mais soyons un peu sérieux. C'est bien. Oui, non, mais soyons un peu sérieux. C'est bien. La Côte d'Ivoire, enfin, Maître Jean-Paul Benoît, vous l'avez rappelé, a un parcours qui a parfois été difficile. Un travail de réconciliation a été fait, que personne ne peut nier. Simplement... Merci. Dans un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se rêver en exemple du continent africain, c'est vrai qu'on aimerait assister à d'autres scènes que de voir de grands hommes d'État, quel que soit leur parcours,
exclu pour des motifs parfois, Diane Thiam par exemple. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. En quoi peut-on dire que M. Thiam est un homme d'État? Il n'a jamais gouverné et il a vécu en dehors de la Côte d'Ivoire pendant des années. Voilà. Donc je ne comprends pas votre point. Donc à cela, ce que vous me dites en fait, arrive un moment parce que on a une personne, un candidat, quand on dit de personnage d'État. Hein, on met la loi de côté, on la plie, on la met sous la table, et peu importe, et les règles, on les met de côté, et vaille que vaille, il est candidat. Mais Ivoirien ne suffit pas pour être candidat, monsieur. Ivoirien ne suffit pas pour être candidat? Je dis, ce n'est pas suffisant. Il faut être Ivoirien, il y a d'autres critères. Un Ivoirien qui a 25 ans, il ne peut pas être candidat. Non, mais il a été écarté sur le motif qu'il n'était pas Ivoirien. Non. Il ne remplissait pas les conditions. Il ne remplissait pas les conditions. Au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il avait une autre nationalité. Et je l'ai dit beaucoup plus simplement, mais on en revient à ça. Vous ne l'avez pas dit comme ça. Oui, c'est les subtilités de la loi. Non, ce n'est pas une subtilité. On a appliqué pour M. Thiam une loi de 1964 et on ne peut pas dire que c'est une loi. On ne peut pas dire que c'est une loi de circonstance. C'est pas une loi de circonstance, c'est une loi qui s'est déjà appliquée en plus à d'autres candidats dans le passé. Donc je veux dire, arrivé un moment, en tant qu'il voulait prendre la tête d'un grand parti. Et ce grand parti-là aspire à gérer l'État. Bon, il est à la tête quand même de ce grand parti. Oui, c'est ce que je veux dire. Le PDCI, il est le président. Non, il a la tête du PDCI. Oui, il a la tête du PDCI. Je veux dire, le PDCI, quand on prend la tête du PDCI, c'est dans la lignée d'être candidat aux élections. Bah, bien sûr. Donc, on prend toutes ces précautions. Au minimum, on a quand même un cabinet d'avocats, de juristes, pour ne pas tomber dans ces... Je veux dire, il est victime de sa propre turpitude. Turpitude, naïveté. Naïveté, si vous voulez. Non, j'appellerais négligence. Oui, voilà. Négligence, je pense que le mot est... Parce que si, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Quand on voit le scénario qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans ce passé-là, parce que c'est fait. Nous, on est focus sur la campagne. Je pense que pour moi, c'est un débat suranné. Suranné. Alors, pour moi, c'est un débat qui n'a plus... Puisque vous êtes focus sur la campagne. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. La décision s'applique à tout le monde. On va en campagne. Libre à eux, comme je vous ai dit, il y a un panel de candidats qui sont présents avec toutes les sensibilités. Libre à eux de s'arrimer à un candidat pour porter leurs idées. On va conclure. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les idées derrière. Didiane Koné, on va conclure, alors, puisque vous êtes focus sur la campagne. Alors, on aurait pu évidemment ouvrir d'autres chapitres, l'économie notamment, parler du bilan. Oui, ça, avec plaisir. On a peut-être l'occasion de le faire à nouveau, mais on est resté effectivement sur le climat préélectoral. Alors, justement, ma dernière question serait de savoir si vous craignez de nouvelles confrontations, des mouvements de contestation avant le 25 octobre prochain. Et surtout, selon vous, à quoi va ressembler la Côte d'Ivoire au lendemain du scrutin du 25 octobre prochain? Sur le plan social? Il peut y avoir des contestations, bien entendu. Je pense que ça fait partie de la vie démocratique. Il y a des décisions qui ont été prises par les conseils constitutionnels qui ne sont pas acceptées par tous. Ça se voit partout. En France, ça se voit partout. Donc, on peut ne pas accepter la décision, mais elle s'applique à vous. Donc, il faut la respecter. Vous ne croyez pas que les tensions préélectorales se traduisent au lendemain de la présidentielle en contentieux? Je ne pense pas. Je pense que l'Ivoirien est assez mature maintenant et l'Ivoirien a compris qu'on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu. Et maintenant, il faut qu'on soit dans un état de droit et qu'on respecte le droit. Et donc, je suis rassuré à ce niveau-là. Que l'opposition se plaigne, dise des choses, c'est normal. On peut ajouter que le gouvernement a déployé 44 000 forces de sécurité. Sécurise, mais vous oubliez qu'on est dans un contexte, on est dans un contexte aussi terroriste. Oui, mais il ne faut pas surjouer là-dessus. On va conclure. Il ne faut pas surjouer là-dessus. Messieurs, excusez-moi. Il suffit qu'il y ait un événement, on dira... L'État n'a pas pris ses responsabilités. Je ne conteste pas le fait que... Donc on ne peut pas... Voilà, l'État va conclure. Non, mais en France, on avait mobilisé 80 000 policiers et gendarmes quand il y a eu la manifestation la semaine dernière. Donc, merci beaucoup. Non, mais on espère qu'il y aura un Didiane Koné est avec second nous, tour. Notre invité spécial.
délégué extérieur pays RHDP, forcément des oufouettistes pour la démocratie et la paix. En Côte d'Ivoire. Donc vous êtes délégué extérieur pays RHDP France. Oui. Merci de nous avoir apporté ces éclairages sur le climat préélectoral en Côte d'Ivoire. On vous souhaite bonne campagne alors. Oui, et je souhaiterais dire, parce que vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, quelle sera la Côte d'Ivoire après? Ah oui, je pense que vous y avez répondu. La Côte d'Ivoire après sera bien entendu... Le lendemain de la présidentielle. Le lendemain de la présidentielle, la Côte d'Ivoire va se remettre remettre le pays sur les rails encore du développement, qui continue, qui est déjà... ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est la paix et la sécurité. Et on a des indicateurs qui sont clairs. On est passé de 6,8 en indice de sécurité à 1,5. Est-ce qu'on peut craindre des lendemains difficiles? Il y a un effort qui a été fait. On ne peut pas nier qu'une fois de plus, la Côte d'Ivoire s'achemine vers une élection présidentielle qui est quand même marquée par le soupçon et des rancœurs. Il y aura toujours une frange dans tout, je veux dire, que ce soit en Europe ou dans tout pays, le perdant ne saute pas de joie, ne fait pas la fête pour le gagnant. C'est dans tout pays, ça, je veux dire. Qu'il ne soit pas content, c'est normal. Nous souhaitons seulement que ce mécontentement-là reste dans un cadre démocratique. Voilà notre souhait pour eux. Et comme je disais, je parlais justement de la sécurité et la paix qui est vraiment en marche. Et je peux encore dire, pour la sécurité, on avait en 2011, on avait un agent de force de police pour 1680 habitants. Maintenant, on a un agent des forces de police pour 569 habitants. Il y a un progrès qui a été fait à ce niveau-là. Et si on arrive à juguler, on arrive pour le moment à juguler le terrorisme, parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter dans le long terme et à fond, c'est parce que... C'est un sujet régional. C'est un sujet régional, bien entendu, et qui doit être résolu sur le plan régional. Mais la Côte d'Ivoire fait sa part. Et on essaie d'avancer dans ce domaine-là. Sur le plan du progrès social, nous luttons contre la pauvreté. Nous sommes passés de 52% en taux de pauvreté à 37%. Et on a un objectif de 20% d'ici 2030. Le SMIC a été remonté. Le salaire des fonctionnaires. Il y a certains fonctionnaires, je donne par exemple les agents de soins, qui ont des salaires qui ont été augmentés de 80%. Il n'y a pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu son salaire augmenté minimum 20 à 30%. Et les fonctionnaires ivoiriens sont enviés dans toute la sous-région. Comme disait Guy tout à l'heure, c'est le paradis, au fond. Non, il y a ça donne envie de rêver pour voter pour Ouattara. Il y a forcément, c'est vrai que d'où nous venons, beaucoup de choses ont été faites. Énormément de choses ont été faites. Maintenant, il y a forcément des... Je vous ai bien dit que le taux de pauvreté... Il faut conclure, parce que sinon là, vous êtes en train de prendre des accents de meeting et de campagne. N'est-ce pas? Non, je vais conclure. Excusez-moi, M. Francis Lalou. On va applaudir à la fin. Il y a même... Je vous ai bien dit qu'on a encore un taux de pauvreté de 37%. C'est pour dire que tout n'est pas encore... Mais il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Et c'est pour ça qu'il faut les saluer. Il faut les saluer. Quand quelqu'un travaille bien, il faut lui dire « tu as bien travaillé », mais... continue ton travail pour faire mieux. Et dans tous les domaines, au niveau de l'électrification, on est à 78% du territoire électrifié. Vous pouvez comprendre qu'il y a certains villages en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais eu l'électricité depuis 1960, qui n'ont pas eu l'électricité. Donc je vous dis, tous ces progrès-là, il faut les accepter, il faut les saluer. Et le dernier point que je veux, si vous pouvez me donner 2 minutes, c'est pour passer un message à nos militants. Je leur demande de se mobiliser pour cette campagne-là, parce qu'il n'y a pas de petite élection. Et nous voulons gagner au premier tour, et pour gagner au premier tour, nous devons être en rang serré et mettre une structuration solide. Je vous disais bien que vous prenez des accents de campagne. Allez aux élections. Merci, M. Francis. Merci d'être venu, Tidiane Koné, merci beaucoup. On va vous laisser donc vous retirer du plateau, puisque vous avez des obligations, un agenda particulier. Merci. Surtout que les sujets qui vont suivre, évidemment, vous obligent à un devoir de réserve. Bien entendu. Merci beaucoup.